Voilà, donc bonjour à toutes et tous pour ce nouveau cycle de conférences où aujourd'hui on reçoit Alexandre Wernet. J'espère que j'ai bien prononcé, Wernet. Voilà pour une conférence autour de ce titre, Sacrée Nature, écosophie, empuissancement et régénérescence. Alors comment ça va se passer? Rapidement, on va laisser donc Alexandre se présenter. Et puis, voilà, nous présenter aussi ce qu'il avait envie de nous montrer ce soir. Et vers la fin, dans une trentaine de minutes, il va avoir pour nous parler de son sujet. Et puis ensuite, on aura voilà, un petit temps de questions-réponses avec vous, avec les personnes qui sont présentes ici. Donc, vous pouvez, au fur et à mesure de la conférence, soit taper votre question via le chat et puis au moment des questions, on les reprendra. Ou sinon, pendant la session des questions, vous aurez la possibilité d'ouvrir le micro et de poser directement votre question, votre témoignage ou autre. Voilà, à ce moment-là. Que dire de plus? Bon, si vous ne connaissez pas la FECOP, c'est une association qui est donc l'association francophone d'éco-psychologie, qui a pour but de tisser du lien dans l'éco-psychologie, voilà, du lien entre différents acteurs, actrices, communautés, etc., pour faire grandir en fait ces sujets autour de l'éco-psychologie. Et voilà, j'ai cofondé la FECOP avec ma collègue Emmanuelle Delrieux, qui est ici présente aussi, et qui va co-animer avec moi cette rencontre. Voilà, eh bien, je pense que j'ai tout dit. Manu, j'ai tout dit. Ou tu veux rajouter? C'est parfait. C'est J'ai parfait. plus qu'à donner la parole à Alexandre. C'est parti. Ça marche. Ben, Alexandre, si tu veux bien te présenter. Avec grand plaisir. Ben, d'abord, j'aimerais vous remercier, l'Association francophone d'éco-psychologie, pour cette super belle invitation. C'est vraiment un plaisir, un régal de venir discuter de notre relation avec la nature avec vous ce soir ou cet après-midi chez nous. Sur l'île de la Tortue, hein, c'est la manière dont les premiers peuples en Amérique du Nord appellent le Canada. Donc, si on regarde de haut, le vue de l'espace, le Canada pourrait ressembler à une tortue avec des pattes, un bec, une queue. Donc, c'est. Et cette perception-là, même sans connaître, hein, évidemment, avant d'avoir l'accès à des satellites. Donc, déjà, cette intuition d'une tortue qui nous porte sur son dos dans les mythologies et histoires et légendes des premiers peuples. Mais tout ça pour vous dire que, donc, oui, Alexandre Warnet, je suis à Laval, je vous présente rapidement quelques chapeaux. Euh, les deux principaux que j'ai envie de vous partager parce qu'elles connotent mon approche ce soir. La première, c'est celle de militants, hein, écologistes depuis plusieurs années pour la transition écologique au sens large, conférencier aussi sur les changements climatiques, donc d'un point de vue très scientifique. Euh, et une militance qui s'est traduite désormais dans un rôle politique. Je suis rendu depuis 2 ans élu municipal dans ma municipalité de Laval, qui est la troisième grande ville là, du Québec, là, juste au nord de Montréal. Euh, et l'autre chapeau, c'est celui de, de fondateur, d'idéateur de celui qui ouvre l'espace, si je peux dire ça comme ça, plus que des titres, hein, de gardien et gardienne du vivant dont je vais vous parler, qui est vraiment un nouveau mouvement qui est basé sur cette relation euh, à la nature renouvelée et qui est porté par l'écosophie régénératrice là, qu'on va discuter ce soir. Et ben justement, j'ai envie de vous en parler. Alors, je vais vous partager mon écran. On va à nouveau tester hein, la technologie. On parle souvent d'intelligence artificielle, comment la jumeler avec l'intelligence naturelle. Alors, je vais présumer que vous voyez bien mon écran et c'est parti. C'est parti par une invitation, celle à fermer vos yeux quelques instants pour prendre le temps d'arriver ensemble. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, à expirer doucement par la bouche, à faire une seconde fois une inspiration par le nez et avec l'expire par la bouche, de laisser aller tout ce
s'est passé ce matin, cet après-midi, avant dans la journée, ou ce qui pourrait venir après. Une troisième fois, avec la volonté, l'intention d'être complètement ici et maintenant, ensemble, à travers les kilomètres et les fibres optiques. J'aimerais que vous fassiez émerger en vous l'image du plus beau monde que votre cœur est capable d'imaginer. Peu importe ce qui se présente, c'est tout bon. Quelle place a la nature dans cette vision? Quelles émotions émergent quand vous pensez à cette nature? Est-ce que c'est un profond sentiment de bien-être en vous imaginant en nature? Un sentiment de connexion à soi, comme quand on marche en forêt? Une connexion à plus grand que soi, qu'on ressent des fois quand on regarde un coucher de soleil? Ou encore un amour profond, une fraternité pour les autres animaux, les oiseaux, les papillons, les fleurs, les loups, les arbres, pour le vivant. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui, quand vous voyez une photo de la Terre, hein, se dit, c'est moi. Encore un sentiment d'émerveillement qui émerge face au fascinant de la science, de résonance profonde de lorsque vous sentez que vous aussi, vous faites partie de l'écosphère, de révérence, peut-être, face à un ciel parsemé de milliers d'étoiles. Mais notre rapport à la nature, ce n'est pas que ça. Peut-être que vous ressentez aussi une angoisse qui est terriblement désagréable quand vous entendez des nouvelles à propos des changements climatiques et des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Peut-être que c'est une tristesse poignante quand vous découvrez que telle espèce est maintenant en voie de disparition ou même désormais éteinte. De la rage quand on vous répète que les espèces de la Terre disparaissent à un rythme fou. Ou de l'indignation quand nos décideurs soutiennent encore les projets d'énergie fossile ou acceptent que les compagnies détruisent des écosystèmes au nom du profit, ou de l'incompréhension, de la frustration due au fait qu'on connaît les solutions et on n'opère pas rapidement les changements nécessaires. Peut-être que vous ressentez du dégoût face au destructeur que joue notre espèce sur notre belle planète, du désespoir peut-être, et même un lourd sentiment de deuil qui est disparu, effacé, ne pourra jamais revenir comme avant. Ben, je vous invite à faire de la place à toutes ces émotions. Tout le monde prend le temps qu'on est ensemble, l'idéal un petit peu plus longtemps, parce que c'est très important. J'ai envie de m'adresser ce soir, cet après-midi, autant avec des concepts, hein, qu'à votre cœur et à vos tripes, hein, autant qu'à votre rationnel qu'à votre côté émotionnel, votre côté intuitif. Je vous invite à plonger profondément par en dedans, à entrer en contact avec la partie de vous qui connecte avec vous-même et avec le reste de la communauté du vivant, avec les écosystèmes, avec la Terre. Quand on lui a demandé ce qu'il faut faire pour l'environnement, le maître zen Thich Nhat Hanh a dit de manière assez poétique, ce qu'il nous faut le plus urgemment, c'est d'entendre en nous les cris de la terre qui pleure. Pour transformer notre comportement et arrêter d'être en mode exploitation, prédation, destruction, il ne faut pas vouloir sauver la terre, mais plutôt renouer une relation avec elle. Il ne faut pas chercher quoi faire, il faut d'abord changer qui on est. Ça peut paraître contre-intuitif de parler de rapport à la nature alors qu'on vit dans une profonde double crise. D'abord, le climat qui se réchauffe à un rythme encore plus rapide que prévu, des catastrophes qui ne font que commencer. Hein, on a vécu non pas l'année la plus chaude des dernières années, en 2023, mais bien l'année la plus fraîche des prochaines. Et la biodiversité, hein, l'humanité ne forme que 0,01% des espèces vivantes sur Terre, et pourtant elle est la cause non seulement de la 6e extinction de masse, mais la première extermination de masse. Et quand on pense à tout ça, c'est fou, hein, parce que l'avenir était plein de promesses avant. Maintenant, quand on pense à l'avenir, c'est une source d'angoisse et de désespoir. Et pour citer Hubert Reeves,
Le constat est clair. Dans le contexte actuel, l'humanité fait la guerre contre la nature. Ici, on gagne cette guerre, on perd. Et c'est assez normal que dans ce contexte, il y ait certaines personnes qui affirment que l'être humain est l'être tragique par excellence parce qu'il sait que la Terre se porterait mieux sans sa présence. Mais moi, je vous dis non. Je dis non à cette vision-là. Absolument pas. L'humanité, c'est une espèce qui est magnifique et qui a un potentiel extraordinaire. Croire que la Terre se porterait mieux sans nous, c'est abandonner l'espoir qu'on peut jouer un rôle positif et beau et qu'on peut participer à la beauté du vivant. Je nous invite à voir plutôt notre présence sur Terre comme un cadeau, à honorer notre présence parmi les vivants. On peut avoir un impact positif et régénérateur et on va le faire. Et là, ça nous amène vers l'espoir, hein? Utiliser le mot espoir. Est-ce que ça veut donc dire qu'il y a de l'espoir? C'est une question qui nous habite beaucoup. En fait, il faut clarifier la question. De quel espoir est-ce qu'on parle? D'abord, l'espoir que ça va bien aller. Bien, la science est claire, hein? Éviter les grands bouleversements climatiques, c'est rendu impossible. On va les avoir, les inondations catastrophiques, les famines, des maladies, des vagues de chaleur, les migrations involontaires de centaines de millions d'êtres humains et autres espèces qui vont vivre une souffrance terrible. C'est plus une hypothèse. Même si la planète devenait carboneutre demain, on aurait des impacts pour les siècles à venir. C'est garanti que ça va arriver. Appelons ça l'époque des turbulences. Et c'est commencé. Et malgré ce constat qui est très lourd, il y a d'espoir là-dedans. Un espoir qui est terriblement puissant parce qu'après tout, c'est par les fissures que la lumière passe. Hein? C'est à travers les craques que les fleurs poussent. Pour connaître et accepter comment opèrent les humains. Hein? On aimerait donc, et l'éco-psychologie est bien placée pour le savoir, on aimerait donc que ce qui nous transforme soit la bonne volonté, l'intelligence, l'optimisme. C'est rarement ce qui nous change en profondeur, ce qu'on a vraiment besoin en ce moment. Après tout, qui tient vraiment ces résolutions du nouvel an? Pas grand monde. Ben non, très souvent, quand on change profondément, c'est à cause d'une crise ou grâce à une crise. Puis certains, plusieurs d'entre nous avons grandi grâce aux crises qu'on a vécues, une maladie, perte d'un être cher, séparation. En tout cas, c'est mon cas à moi. Je vais présumer que ça résonne pour vous aussi. Hein, pour devenir mature, c'est très sain qu'un enfant vive sa crise d'adolescence parce que c'est à ce moment-là qu'il prend des décisions fondamentales qui forcent son caractère. Hein. Ça brasse, c'est pas facile, c'est violent même des fois, mais il en ressort grandi, un adulte. C'est une étape préalable à sa maturité. Et on me demande souvent, surtout depuis 2 ans que je suis élu, est-ce qu'on peut éviter la crise? Ben, je me pose plutôt la question, et si on avait besoin de vivre la crise plutôt que chercher à l'éviter? Hein, quand on arrive au moment dans notre vie, on remet tout en question, on ne sait plus comment vivre notre vie, nos préconceptions, nos croyances s'écroulent, l'histoire qu'on se racontait fait plus de sens. Quand on est au fond du baril, c'est un moment sacré parce qu'on commence à faire place à d'autres possibles. C'est là qu'on commence à voir comment on pourrait évoluer et grandir et passer à l'action. La crise, elle peut être transformatrice, elle peut être salvatrice, elle peut nous permettre de renaître. C'est vrai pour les individus, pourquoi pas pour l'humanité. Donc, l'époque des turbulences, elle est commencée. Les prochaines années vont être rock and roll. Bien sûr, il faut continuer à l'atténuer au maximum, hein, éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Et il faut en même temps faire notre deuil. L'éviter complètement, ce n'est plus possible. Le monde tel qu'on l'a connu, on ne le retrouvera jamais. Il faut le reconnaître intellectuellement, hein, avec notre tête, et le vivre émotionnellement, ce deuil qui est porteur d'une grande tristesse. Et comme lorsqu'on perd un être cher ou une relation qui vient à une rupture, c'est après le deuil qu'on peut se remettre à vivre et à espérer. Hein. Le deuil, il est important. On doit accepter et intégrer que la crise est là. Donc oui, la positivité et l'espoir sont là, mais ils ne viennent pas en fermant les yeux pour éviter les problèmes. Hein. Don't look up et ignorer les difficultés, mais en faisant face, voire en les accueillant avec lucidité les défis, les yeux ouverts et le cœur grand ouvert également. Et si on croit profondément, on peut trouver sur là une opportunité unique de se transformer, de renouveler notre relation avec la nature, bien, ça veut dire qu'on peut la saisir, cette opportunité-là, se préparer, être proactif, apprendre, se donner des objectifs, être dans l'action. On peut développer une posture, un leadership vivant, une vision régénératrice qui s'enracine profondément dans l'espoir qu'on ne va pas non seulement survivre et sortir des turbulences, mais qu'on va en ressortir transformé, régénéré.
Malgré l'inévitable, il y a donc encore un magnifique espoir. C'est cet espoir d'une nouvelle vision tellement inspirante qu'elle nous fait dire, c'est vrai que ce sera plus jamais pareil comme avant. Ce sera mieux, ce sera plus beau, ce sera plus fertile, ce sera plus vivant. L'être humain est la première espèce sur Terre capable de volontairement changer son histoire et se donner consciemment comme objectif de vivre dans un équilibre durable avec les autres espèces, les autres formes de vie et de s'épanouir collectivement dans notre écosphère. C'est extraordinaire, ça. Et c'est cette énergie-là que j'ai le goût de nourrir. Et si vous êtes ici devant votre écran en ce moment, c'est probablement que vous aussi, vous pensez que le temps est venu de transformer l'impact de l'humanité sur Terre, de la destruction, l'exploitation et la prédation à la régénérescence et la collaboration. Et c'est notre devoir moral, éthique, sacré. Et c'est surtout aujourd'hui une invitation à marcher ce chemin que je vous fais. Le plus beau monde que notre cœur est capable d'imaginer, mais reste que c'est une question de choix. On peut le faire, ce choix, c'est à nous de le faire, c'est notre responsabilité. Et nous sommes celles et ceux que nous attendions. Comme le dit si bien Joanna Macy, quel moment extraordinaire pour être en vie. Alors, je vous propose maintenant qu'on prenne le temps de comprendre ce qui se passe rapidement avec l'humanité, en comprendre notre vieille histoire, comprendre comment on peut la changer, le potentiel de transformation, et faire pour vrai, finalement, notre transition écologique dont on a bien besoin. Il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on n'a pas un problème de manque de connaissances. Au plan rationnel, on connaît, on comprend très bien tout ce que la science nous apporte au plan de la crise climatique et de la perte massive de biodiversité et leurs causes profondes. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas un problème de manque d'outils techniques. Par exemple, la production d'énergie renouvelable, ça va. On maîtrise ça depuis un petit bout maintenant. Donc, c'est pas un problème de capacité. On a déjà toutes les connaissances et tous les outils pour transformer notre impact sur la planète. C'est pas une question d'intelligence. C'est faisable. On sait quoi faire. On sait comment le faire. Alors, évidemment, pour qu'on ne change pas. Il nous manque pour le faire, selon moi, est davantage dans le registre d'une part la sagesse et d'autre part la motivation, l'envie, le désir. La sagesse, d'une part, qui dit qu'on ne changera pas notre impact sur Terre en gardant la même compréhension du monde, paraphraser Einstein. Et la motivation profondément ancrée de passer à l'action, qui est ancrée non pas dans notre rationnel, mais dans notre émotionnel, dans le cœur, dans la partie de nous qui recherche le sens de notre existence, nos tripes peut-être. Donc, en d'autres mots, la transition, avant qu'elle se déploie dans le monde matériel avec des actions concrètes, elle doit se déployer dans nos esprits. C'est d'abord une transformation intérieure, de sens, d'appartenance, d'identité et de cœur. Ça nous prend une nouvelle histoire qui contemple notre rationnel, qui dit « je suis d'accord », ça vaut d'accord, et qui nourrit notre cœur, et le cœur qui dit « oh, ça coûte bon, j'ai envie de ça », qui arrête de nourrir la dissonance entre nous et la nature. Donc, je nous invite à créer une histoire qui nous enthousiasme et qui nous fait dire oui, qui donne du sens, qui nous relie entre nous, les humains, et avec le reste de la nature dans un état de résonance qui est à la fois douce et fort. Pas dans une grande coupure, pas dans un grand effondrement, mais dans une transition, une transformation, parce que la nouvelle histoire s'écrit en même temps que l'ancienne s'effondre et arrive à sa conclusion. C'est ce que je vous propose, et ce soir dans la conférence et dans l'essai Régénérescence dont on pourra parler un peu plus tard. Donc, comprendre en quelques instants la société dans laquelle on est en ce moment. La vieille histoire qui s'effondre parce qu'elle est à la racine de notre rôle destructeur sur Terre. Pour faire simple, l'image actuelle, c'est l'humain est à l'extérieur de l'environnement, dont il peut extraire et exploiter les ressources à sa guise, et lui est supérieur, dominant. On résume ça en 3 mots, séparation, indépendance et anthropocentrisme. L'humain est séparé du reste de la nature, de l'univers. Il est à part, donc indépendant, ou même en haut, au sommet de la hiérarchie. Et pourtant, il y a tellement de gens qui savent bien intuitivement qu'on n'est vraiment pas séparés de la nature et qu'on n'est pas tout à fait indépendant de ce qui se passe aux autres animaux, aux plantes, à l'écosphère. D'ailleurs, la science n'arrête pas de démontrer à quel point on est interconnectés. Il y a aussi tellement de gens qui expriment que leur propre prise de conscience, leur propre mobilisation pour l'environnement, leur propre changement de comportement n'est pas basé d'abord et avant tout sur des arguments rationnels, logiques ou scientifiques. Il y a des personnes qui se lèvent le matin en disant
On est rendu à 1,42 degrés Celsius. Mais non, c'est pas ça. C'est souvent un élément déclencheur, mais ça s'appuie sur quelque chose de plus profond, de plus intangible, manant, un sentiment, une intuition, des émotions, une quête de sens, un sentiment de connexion, d'émerveillement, de fascination, d'amour pour la Terre et l'univers. Puis je suis vraiment persuadée que c'est ça la véritable façon de transformer la relation avec la nature et d'écrire une nouvelle histoire en alignant avec cohérence ses valeurs, ses émotions, son éthique, son mode de vie, ses connaissances scientifiques, son intuition, sa spiritualité, son identité. Donc, la relation avec la nature en est une d'exploitation et de destruction, et on doit changer ça pour développer une relation d'intendance bienveillante. Un rôle qui est positif, qui est constructif, de guérison, de collaboration et avoir un impact régénérateur. Et pour faire ça, il faut désapprendre, se déprogrammer du vieux paradigme, et c'est pas facile. Et on doit se donner de nouveaux, on en réapprendre. Alors maintenant qu'on a identifié des éléments problématiques dans l'ancien paradigme, par quoi est-ce qu'on les change? Alors, je vous propose les bases d'une nouvelle histoire, cette culture régénératrice que je nous propose de créer ensemble. La première chose à désapprendre, c'est que la nature est supérieure à nous. Au contraire, nous sommes nature aussi, autant que les arbres et les animaux, les autres animaux, les rivières, les forêts, nous sommes nature. Avec cette perspective-là, le monde, c'est pas un problème à régler, c'est une communauté à laquelle on appartient. C'est partie intégrante de l'écosphère comme on l'est de notre société, de notre nation, de notre pays. Ça correspond à ce que la science nous confirme, l'ADN qu'on partage avec les autres êtres vivants. L'être humain fait partie des mammifères, des fois, il faut se le rappeler, de la grande famille des animaux. Notre corps est littéralement composé de poussière d'étoiles, puisque du carbone, notamment. Et ça correspond aussi à ce que notre intuition nous dit, ce sentiment de connexion et d'appartenance à quelque chose de plus grand que nous. Et avec ce point de vue d'unité, on ne parle plus de la nature comme elle, extérieure à nous, mais bien comme nous, comme d'autres communautés dont on fait partie. Nous, les Français, Françaises, nous, le peuple québécois, nous, la nature. Et si une humanité qui veut accomplir son propre développement, sa propre réalisation de soi, ça passe par la réalisation des autres. Ça, c'est l'interdépendance. Les espèces ne vivent pas en isolation, ça vit en communauté, dans des écosystèmes. Chaque espèce évolue en relation avec toutes les autres parties de son écosystème. C'est ce qu'on appelle la symbiose. À nouveau, la science nous le rapporte dans ce qui arrive aux abeilles, aux rivières, aux forêts, aux océans, l'air qu'on respire, c'est pas indépendant de nous. Affecter la symbiose de l'écosphère, c'est inévitablement affecter notre espèce aussi et réaliser à quel point tous les éléments de l'écosphère sont interdépendants. Ça met la table à une relation réciproque, mutuellement bénéfique, respectueuse avec le reste de la nature. On se considère inséparable du reste de la nature. Porter atteinte à la nature revient donc à porter atteinte à l'humanité elle-même. Et finalement, écocentrisme, écologie, écosophie, écopsychologie. Éco vient du mot grec oikos, qui veut dire chez soi. Pas seulement la demeure, mais là où on se sent à la maison. Donc, passer de l'anthropocentrisme à l'écocentrisme, ça revient à adopter le point de vue de l'ensemble de l'écosphère, donc de l'ensemble de la maison. Et là, s'identifier à la nature, ça ne veut pas dire être inférieur ou subordonné. On fait autant partie de l'ensemble que le vénérable chêne ou la brillante étoile. Ça veut plutôt dire qu'on s'intègre dans les processus naturels au lieu de chercher à s'en extraire. On décentre notre attention de notre seule espèce pour la recentrer sur l'écosystème, l'écosphère dont fait partie un grand nous. Et ce n'est pas diminuer l'humanité de dire qu'elle fait partie de la communauté plus large du vivant. Au contraire, c'est lui rappeler qu'elle fait partie de quelque chose d'immensément grand, magnifique, grandiose. Par contre, ça implique une forme d'humilité. Et ça, notre espèce, c'est pas la meilleure là-dedans. Avec un point de vue anthropocentrique, notre classique, notre vision, notre civilisation plutôt veut apprendre à propos de la nature. On veut apprendre sur la nature. Mais avec un point de vue écocentrique, qui se nourrit de cette humilité-là, on cherche plutôt à apprendre de la nature ou avec la nature. Et il y a une différence fondamentale dans les deux postures. Quand on veut apprendre de la nature, elle devient un objet d'étude, un objet de recherche qui peut facilement mener à son découpage en petits morceaux, puis à son exploitation. Quand on apprend de la nature, on établit une relation avec elle.
Avec une vision écocentrique, on se préoccupe donc pas seulement de la survie de notre espèce, qui est souvent d'ailleurs l'approche de l'écologie classique, mais des autres espèces, des écosystèmes et de la Terre dans son ensemble. On conçoit leurs besoins vitaux comme nos propres besoins, sans aucun conflit d'intérêts. Ça veut donc dire que la nature a une valeur intrinsèque. Les animaux, les forêts, les rivières, les montagnes, les océans ne sont pas au service de l'humanité pour satisfaire ses envies, ses besoins. Et d'ailleurs, ça veut dire aussi que les humains ne sont pas supérieurs aux autres animaux, aux plantes, ni même aux rivières, aux nuages, aux montagnes. Tous les éléments de la nature sont au même niveau, différents, mais égaux, et donc tous également dignes de respect. Et finalement, être écocentrique, c'est aussi retomber en amour avec le territoire où on est. Puis attention, je n'ai pas dit notre territoire, mais le territoire où j'habite. Que le territoire ne nous appartient pas. Nous appartenons au territoire. On a donc une idée de ce qu'il faut changer, quel type de culture régénératrice il faut créer. Il nous manque quelque chose pour nous aider à déconstruire l'ancien paradigme et ses croyances bien ancrées et les remplacer. Et c'est là que l'écosophie déploie tout son plein potentiel. L'écosophie régénératrice que je vous propose, c'est justement ça, des nouveaux repères codifiés, des convictions qui font dire oui à la tête et oui par le cœur, par les tripes et le corps, hein. Des convictions tellement fortes, enfin, c'est l'intention qu'elles vont contribuer à transformer notre impact sur Terre et changer d'abord pas ce qu'on fait, hein, nos gestes, nos actions, mais changer bien plus profondément qui nous sommes. C'est choisir cette écosophie-là, ce qui provoque chez nous ce sentiment d'émerveillement, de beauté, de grandeur, ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, et pas seulement un groupe humain, une nation, une culture, de ressentir émotionnellement, pas juste intellectuellement, émotionnellement le lien qui nous unit avec tout le reste de la nature, à tout l'univers. C'est ce qu'on appelle un état de résonance. L'écosophie régénératrice, c'est aussi une approche différente de l'écologie traditionnelle. C'est une écologie profonde qui vise à transformer les racines de notre relation avec la nature, pas seulement notre impact à court terme. Alors, à se présenter, je vous les dévoile les 4 grands principes de l'écosophie régénératrice que je vous propose. Le premier principe, biophilie. Tenance vivant est au cœur de notre identité, nos convictions et nos actions. La nature est source d'amour, de respect, de résonance et d'épanouissement. Premier principe, la biophilie. Deuxième principe, l'indépendance. Nous sommes sûrs. L'humanité fait partie intégrante de la communauté du vivant dans une relation d'indissociable interdépendance et une perspective de fraternité unie dans notre diversité. Interdépendance, donc. Tous les êtres ont une valeur intrinsèque, différents, égaux. Le principe de justice englobe tout le vivant et la nature possède des droits fondamentaux. Et finalement, la responsabilité. Nous avons le devoir fondamental de prendre soin et de défendre le vivant. L'humanité doit jouer un rôle de tendance bienveillante et avoir un impact régénérateur sur Terre, maintenant et pour les générations futures, humaines et non humaines. La responsabilité en tant qu'ancêtre. Donc, c'est les 4 piliers de cette éthique qui devrait nous guider, à mon avis, de cette écosophie régénératrice que je nous propose d'adopter individuellement. Ça peut être un code moral individuel et collectivement aussi, qui est une écosophie qui, à mon sens, redonne profondément une fierté d'être humain et d'utiliser nos capacités pour faire une sacrée belle différence. Imaginez un instant si nos entrepreneurs, nos innovateurs, nos décideurs basaient leurs décisions sur cette écosophie régénératrice. Qu'est-ce que ça donnerait? Ben, ça me donnerait un projet une société qui est ancrée sur cette relation avec la nature renouvelée, appartenant au vivant, une société qui applique concrètement les 4 principes d'écosophie régénératrice en pleine concordance avec la science, tout en s'inspirant et en s'intégrant dans les procédés et les cycles naturels. Société régénératrice qui exprime et qui met en œuvre notre amour et notre révérence pour la nature, qui permet à tout le vivant de vivre dans une relation de symbiose tout en régénérant nos territoires, notre terre, toujours avec une empreinte écologique, mais vertueuse,
au service du vivant. Est-ce que ça vous tente, ça? J'ai hâte de vous entendre. J'irai rapidement sur le projet de société pour aller sur les gardiens du vivant. Parce que nous, comme individus, bien sûr, une société régénératrice, mais nous, comme individus qui se reconnaissons dans cette écosophilie régénératrice et qui disons oui à un projet de société régénérateur qu'on peut faire maintenant, ben, comme tout le temps, on commence bien sûr par nous-mêmes. Pouvoir changer le collectif, d'abord entamer en nous-mêmes le changement. La vraie question, comme je le disais tantôt, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais qui on peut devenir. Et je me suis demandé comment solidifier ce sens, cette vision, cette conviction pour que ce soit vraiment transformateur. Et la réponse est venue en ancrant cette évolution dans son identité et en faisant le choix conscient, rationnel, d'avoir un avant et un après, hein, créer un rite de passage personnel qui passe par le fait, par faire le choix plutôt de devenir et de s'identifier volontairement comme gardienne ou gardien du vivant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est tout simple, hein? C'est s'engager à sa manière pour ce que ça veut dire pour toi, euh, à s'engager à ces 4 promesses-là. Aimer le vivant, célébrer le vivant, prendre soin du vivant et défendre le vivant. C'est un engagement personnel pour toi et pour le vivant qui est vraiment transformateur. C'est un engagement qui donne un sens profond au reste de notre vie, une impulsion qui vient du cœur et des tripes et auquel le cerveau contribue. Et je me suis dit, même si dans le meilleur des cas, bien des gens trouvaient ce projet de société régénérateur intéressant, l'écosophilie régénératrice séduisante, et même si plusieurs personnes font le choix de s'identifier individuellement comme gardien ou gardienne du vivant et de s'engager, est-ce que ça va avoir un réel impact? Le réel impact est collectif. Donc, c'est là qu'est né le mouvement gardien et gardienne du vivant. Cette mission d'une résonance, hein, d'inspirer la reconnexion profonde. Reconnexion, oui, profonde avec la nature, individuellement, chez les gens. La reliance également, donc la communauté. C'est des liens rassemblés en communauté, ces personnes qui s'engagent comme gardiens, gardiennes du vivant. Puis pour ensuite nourrir ces gens-là, euh, leur conviction, leur pouvoir d'agir, leur résilience pour, au bout du compte, amplifier leur impact régénérateur. C'est un peu la volonté de ce jeune mouvement. Je termine avec un de mes mots préférés de la langue. J'allais dire la langue française, mais non, c'est du grec. Kairos, concept de la Grèce antique, hein, qui correspond au temps de l'occasion opportune. C'est-à-dire un moment de rupture, un basculement décisif par rapport au temps qui passe. Au Québec, on dit, c'est là que ça se passe. C'est maintenant. Le temps est venu d'amorcer cette profonde transformation. Et nous sommes celles et ceux que nous attendions. Alors, je vous remercie. Je vous remercie. Il y aura l'occasion d'en parler certainement, quelques invitations si Gardien, Gardienne du Vivant vous interpelle. Et puis, j'ai surtout hâte de vous entendre et de discuter avec vous maintenant. Waouh, merci Alexandre. Mm. Mm. Yes, merci Alexandre, c'était bien inspirant en effet. On a des petites réactions sur le chat qui dit, voilà, Sophie qui nous dit que c'est inspirant. N'hésitez pas, les personnes qui sont là, voilà, à mettre si vous avez des questions dans le chat ou alors on va avoir bientôt enfin, là, on va passer à la phase de questions-réponses ou de témoignages ou d'envie, voilà. Si vous avez des choses à demander à Alexandre. En tout cas, voilà. Moi, j'avais envie de te remercier, Alexandre, parce que c'est hyper riche, hyper profond. Voilà, je peux sentir à quel point c'est quelque chose qui t'anime. Et rien que dans le fait que tu en parles, c'était hyper chouette. Donc, merci. J'étais accroché à tes lèvres. Et donc, peut-être, moi, ben, je peux commencer avec une petite question voilà, qui m'est venue. Bon, déjà, je trouve voilà, gardien, gardienne du vivant hyper inspirant, à la fois pour soi et puis pour le collectif, en fait. Tu vois, tu viens nourrir l'individu et le collectif et c'est hyper précieux. Et je voulais savoir, tu as parlé
tu as parlé du territoire, de retrouver un sens du territoire, mais pas forcément de notre territoire en tant que tel, mais voilà, du territoire, d'aimer le territoire, de retrouver voilà, une sensibilité au territoire. Et je voulais plutôt te poser la question, comment est-ce que, en tant qu'élu, ça s'incarne en fait? Comment est-ce que c'est porté? Comment est-ce que c'est entendu chez toi, tout ça? Hmm. Ah, c'est une question qui amène plein de paradoxes. Parce que ma conception, puis ensuite ma capacité d'influence et de la machine, hein, du système démocratique et qu'est-ce que ça implique. Je pense que j'ai envie de répondre que déjà de ma lorgnette d'élu municipal, donc très proche du territoire, hein, j'ai la chance là, d'habiter à quelques minutes de l'hôtel de ville. Je suis tout le temps sur le terrain. Tu sais, et c'est pas aller rouler plusieurs heures pour aller au Parlement, par exemple. Donc, c'est nourrir cette relation d'amour avec le territoire, ce qui veut dire le connaître. Ben, et en fait, c'est la poule ou l'œuf. Hein? Est-ce qu'on aime qu'on connaît ou on apprend à connaître ce qu'on aime? Je crois que les deux dynamiques sont les bonnes. Alors moi, c'est les deux. J'étais déjà en amour avec mon territoire. C'est un territoire, j'ai la chance d'être née, donc je suis là depuis un bout de temps, même si j'ai bougé sur la planète un petit peu. Et cet amour-là m'a amené à mon engagement, aussi politique. Mais je le connaissais avant. Et maintenant, dans ce rôle-là, cet amour, cette connaissance vient nourrir mon amour du territoire, qui vient nourrir mon envie de le connaître encore plus. Donc, c'est dans les 2 dernières années comme élu que j'ai appris beaucoup sur plusieurs espèces animales, sur Laval, c'est une île, on est bordé par deux rivières, sur une connaissance approfondie des deux rivières, euh, sur le rôle incroyable des friches. On pense souvent aux forêts, quand on pense à la protection de la nature, mais il y a tellement de belles diversités sur nos territoires. Euh, et dans mon rôle d'élu, qu'est-ce que ça change? Si j'interprète un peu ta question comme ça, ben déjà, c'est de le nommer, ça, cette approche-là. Parce que dans la machine démocratique, on est beaucoup, évidemment, on pense en termes de politique publique, en termes d'éco-fiscalité, on est complètement ailleurs et on parle pourquoi on fait ça. Et je pense que c'est un de nos rôles, en tout cas moi je le prends dans ma mission d'élu, de rappeler mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc cet amour du territoire qui doit sous-tendre nos réflexions, parce que le territoire n'est pas là dans les salles, hein, il n'est pas là au conseil municipal. On a maintenant une chaise de génération dans le conseil municipal, donc une chaise créée par des enfants qui nous amène à nous rappeler l'impact de nos décisions sur les générations futures. Mais encore là, c'est même un petit peu anthropocentrique. Donc, le territoire lui-même n'a pas de voix. Donc, je pense que c'est je termine là-dessus, ce devoir d'être aussi la voix du territoire dans nos décisions. Hmm. Merci Alexandre. Du coup, moi je vais rebondir sur une question, peut-être deux en fait. Ce que tu viens de dire là, déjà, ça m'évoque en France, on a de plus en plus justement au sein des territoires une invitation d'une voix, en tout cas quelqu'un qui va représenter comme en constellation la voix du territoire ou la voix de la terre. Donc ça, c'est déjà une dynamique intéressante à introduire. Moi, je ne sais pas si c'est quelque chose que du coup tu mets en place. Ben, c'est intéressant parce que sera bientôt prototypé dans une nouvelle institution. Dans notre ville, là, qui est pour cadrer là, comme 450 habitants, fait une ville d'une belle grosseur, assez centralisée. Donc, on crée des assemblées de quartier pour faire vivre la démocratie davantage locale, à l'échelle humaine. Et dans les représentants des citoyens qui vont siéger, il y a quelqu'un qui aura euh, cette voix-là des générations futures et du territoire. Donc, on l'essaie. Donc, ça traverse l'Atlantique. Yeah! Ah, trop bien. Merci Alexandre. Et du coup, je pose ma deuxième question avant de donner à tout le monde la parole. Ouais. À un moment donné, tu as parlé de quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ta présentation, où tu as évoqué qu'on entendait souvent, et c'est clair, c'est aussi le cas pour ma part sur le terrain, on entend souvent des humains et des humaines dire, en fait, finalement, la Terre se porterait beaucoup mieux sans nous.
Hmm. Et tu as donc expliqué que, ben, en fait, non, parce que à l'intérieur des humains et des humaines, il y a cette potentialité, en tout cas, il y a ce potentiel par l'amour de transmettre, de régénérer, de donner et de faire partie complètement de cet écosystème. Et ça me fait penser à un livre que j'ai terminé récemment, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle La Révolution bleue de Jean-Pierre Gou, et un livre magnifique où justement, donc je te le pose parce que tu expliquais que justement avec Hmm. les Ouais. imaginaires, on pouvait nous Ouais. aider à transformer ça. Et dans cet imaginaire, dans ce livre, eh bien, il y a ce passage, en tout cas, il y a une suggestion qui est de dire, mais on va passer de l'état d'Homo sapiens à Homo biosphéris. Et justement, dans ce Homo sapiens, ben, finalement, c'est un peu la représentation du petit prince qui est tout seul au-dessus de la Terre. Et dans Homo biosphéris, c'est comment l'humain, par l'amour, donc par la biophilie, va se réinscrire dans le corps de Gaïa comme faisant partie de l'écosystème, comme une cellule parmi tant d'autres, en fait. Et en acceptant en fait cet état donc d'éco-centré, c'est ce que tu posais à un moment donné dans ta vidéo, eh bien, l'humain participe inexorablement à la régénération par l'amour dans ses actes, dans sa conscience. Du coup, c'était très intéressant parce que ça reprenait beaucoup, tu vois, des concepts que tu as posés. Hmm. Mais donc ça, je le pose comme ça. Mais du coup, toi, comment tu le travailles dans les imaginaires, justement, euh, pour permettre que l'humain euh, se sente justement et responsable et aimant avec le reste du vivant? Hmm. Oui. Ben, déjà, la première étape, c'est de s'adresser, on s'adresse à la fois au cœur, bien sûr, j'en ai parlé beaucoup, mais à la tête aussi, dans la partie de déconstruire tout ce qu'on a appris. Si je ne suis pas allée là-dedans, mais autant dans notre approche occidentale de la science, dualiste, matérialiste, il dit, si je suis capable d'étudier quelque chose, c'est que c'est extérieur à moi, ce n'est pas moi, qui distingue très facilement l'intérieur et l'extérieur, le corps de l'esprit. Bon, ça, je vous apprends rien. Et bien sûr, les religions du livre aussi, là, qui ont ce poids culturel tellement fort. Puis au Québec, on est très, très, très laïque en général. Et puis pourtant, tu sais, ce poids-là, c'est la culture. Là, on sort du rapport à la religion. C'est vraiment rendu culturel de cette idée ben, un peu qu'on a été mis sur Terre pour dominer les autres espèces. D'ailleurs, on est la seule qui a une âme. Et puis, de toute façon, cette terre-là va finir par exploser, hein, puis la vraie fête, elle est après. Donc, aussi bien s'occuper du salut de ton âme éternelle que de s'occuper du territoire qui est temporaire. Ben, ça, tu sais, qui s'adresse évidemment au cœur, mais surtout à la tête, hein, mais qui relie là, dans ses convictions profondes, juste de déconstruire des concepts, d'expliquer d'où ça vient, puis de poser la question, est-ce que ça vous parle encore? Hein, c'est comme le travail en psychanalyse, là, d'aller voir quel bagage de ce que tu apportes de tes parents, de l'école, de la société. C'est qui, toi, là-dedans? Ton actualisation, qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu ne gardes pas? Ben, juste de nommer pour bien comprendre, fait la place à dire, ben, vous savez quoi, ça, je le laisse dans mon bagage derrière, puis je ne l'apporte pas avec moi. Et ça fait la place à l'émergence d'une autre approche, d'une autre vision, d'une autre identité. Euh, et à tout le reste, c'est là qu'on rentre dans l'identité plus profonde de gardien ou gardienne du vivant, ou juste d'être un vivant parmi les autres, ou cette idée d'être dans en communion avec la nature. Là, ça amène à plein de choses, mais c'est la première étape souvent de déclic, en fait. Fait que j'ai envie de répondre comme ça. C'est de nommer, de faire place au bouleversement puis au choc, puis de dire, c'est juste en posant cette question-là, est-ce que c'est vraiment vous? Qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui vous a été imposé? Et si on te donne le choix aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Avec quoi tu continues ton chemin? Ben, déjà là, c'est une belle porte d'entrée. Merci Alexandre. Merci pour la question. Merci Alexandre. Je vous propose du coup de passer voilà, à vous qui êtes là avec nous.
de vous donner la parole si vous souhaitez aussi voilà, témoigner, poser vos questions. Le champ est libre. Hmm. Et si vous préférez écrire vos questions, ben, ça sera moi ou Emmanuel. On fera résonner vos questions à travers nos deux voix. Merci, France, qui doit partir. Ben, en fait, j'aurais envie de rebondir sur le commentaire de Vanessa, qui dit c'est intéressant cette question de l'héritage. Oui, hein, dans tout le processus, même dans toute thérapie, dans tout l'héritage de ce qu'on est comme descendant, hein, ce qu'on hérite, ce dont on hérite. Et la question de l'héritage, elle se porte dans l'autre sens aussi. Et c'est ça aussi qui motive plusieurs personnes. D'ailleurs, je suis pas du tout dans l'agisme, mais plusieurs des gens qui participent aux activités de gardiens et gardiennes du vivant, euh, ben, ont des cheveux gris. Et puis, se posent la question d'héritage. Et puis, la question qui émerge, c'est oui, on est des descendants, mais on est des ancêtres aussi. Et vraiment, de stopper la transition, comme les traumas, comme plein, plein de trucs qui se balancent d'une génération à l'autre. Comment est-ce que je peux être une meilleure ancêtre? Euh, et ça aussi, c'est une question puissante. Puis là, ça pose la question. On ne pense pas à ça souvent. Là. Oui, oui, l'héritage, mais comme héritant et hériteur, bon, c'est pas un mot, mais transmetteur, je vais le dire comme ça. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent? Oui, moi je veux bien poser une question. Bonjour, bonsoir Bonjour. pour nous. Vous avez expliqué effectivement que une première chose, c'était effectivement d'observer tout cet héritage et de, du coup, intellectuellement choisir ce qu'on avait envie de garder dans ses bagages et ce qu'on avait envie de laisser. À la fois, je suis d'accord avec vous, mais moi, à titre personnel, je suis confrontée à la difficulté liée au conditionnement et aux automatismes liés à cet héritage-là, ces héritages-là. Et je trouve que, bah, du coup, observer et intellectualiser, c'était très éclairant. Mais je me trouve personnellement piégée par enfin, régulièrement, je suis confrontée à tous mes conditionnements et mes automatismes. Et je trouve que ça, c'est pas facile en fait. Donc, je voulais avoir votre point de vue sur un petit peu, Hmm. peut-être vous avez un Hmm. point de vue sur la question. Ah oui, j'ai plein d'empathie pour vous, là. C'est pas facile. Effectivement, j'ai envie de donner deux pistes. La première, je l'évoquais rapidement, euh, parce qu'on se bat toujours hein, contre nos impulsions, puis évidemment, on reste aussi des animaux, comme j'ai dit tantôt, là, et ça fait partie de l'impulsion. Elle a une valeur, hein, elle a une raison d'être, même des impulsions qu'on juge négatives. Euh, une première piste qui m'apparaît très riche, c'est celle de l'identité. Parce qu'on a un désir aussi de cohérence très, très fort en nous. C'est d'être cohérent avec notre passé, par exemple. Ah, je peux pas faire ça parce que c'est pas cohérent avec qui j'étais avant. Donc, on module beaucoup nos comportements par souci de cohérence. Si on fait le geste, puis là, j'arrive aussi vers mes deux points sont liés. Le prochain, c'est celui de, en fait, j'en ai parlé de rite de passage aussi, hein, la question quasiment rituelle. Euh, les transformations qu'on vit profondes, elles ont besoin d'être ritualisées aussi. Puis là, je sors complètement là, du domaine religieux. On n'est pas là du tout, là, de créer ses propres rituels pour faire ça avant et après. D'ailleurs, les deux se jumellent très bien. C'est un peu ça, les principes de gardien, gardienne du vivant, de dire, on a un texte hein, qui est un engagement. Je m'engage à puis c'est lu pour toi, là, c'est pas devant une foule, puis les personnes qui vous plongent l'eau dans la rivière, on n'est pas là du tout. Ça peut être devant son ordinateur à la maison, c'est pas grave, là. Mais la,
théorie derrière, en tout cas, ce qu'on observe aussi hein, chez les gens, puis après ça, c'est très inégal d'une personne à l'autre, c'est de dire, une fois que j'ancre dans mon identité, tu sais, je suis désormais ça. Par exemple, c'est quand on dit, je prends l'exemple de je suis désormais écolo, je suis désormais féministe, je suis désormais... ben là, ça nous amène à questionner. C'est souvent une petite drapeau, une petite main qui se dit, oh, oh, ton geste impulsif, par exemple, ou instinctif, qu'il est en cohérence avec cette identité que tu t'es donnée. Donc, l'identité et le rituel pour renforcer cette identité-là, qui peut d'ailleurs revenir hein, régulièrement. Euh, et quand on sent qu'on est prêt ou prête à laisser derrière certains éléments, ben, le ritualiser, il y a quelque chose d'important et de beau là-dedans aussi. Hein. On peut brûler quelque chose qu'on veut plus, on peut enterrer quelque chose, on peut... il y a plein de choses qui peuvent vous aider à aligner tête, cœur et corps avec ce changement que vous voulez apporter. Et après ça, bien sûr, c'est pas facile, je dis pas que c'est facile comme ça, mais et l'autre élément qui montre que j'ai envie de répondre aussi, c'est la reliance dont j'ai parlé, qui est une des motivations derrière l'idée de créer Gardien du Vivant, l'être ensemble, se, se tenir les coudes, en parler, ne pas être seul à vivre ces contradictions-là, puis des fois du jugement dur envers soi-même, euh, d'être ensemble et ne pas se sentir seul dans ces changements difficiles-là est une richesse incroyable aussi. Donc, j'ai envie de déposer ces pistes-là et en vous souhaitant le meilleur des courages et la plus grande résilience dans ce que vous vivez. Je vous remercie pour votre réponse. C'est très inspirant aussi. Merci. C'est moi qui vous remercie. On a une main levée de Delphine. Oui, bonjour. En fait, moi, je pense depuis le début de la conférence, en fait, j'ai l'impression d'entendre ça aussi chez Agnès, ça, le sentiment de culpabilité et l'éco-anxiété enfin, je- j'ai l'impression c'est ce que j'entends, mais c'est peut-être moi qui projette, mais ça m'amène à penser à ça. Enfin, en attendant la conférence, tout à l'heure, je suis allée magasiner et je trouvais ça. Je trouve toujours ça difficile en fait, comment dire? Ce sentiment de contradiction et des fois laisser aller en fait, en le sentiment d'éco-anxiété et en même temps de se reposer sur, on va dire sur la société, sur la non-responsabilité que ça peut amener de se dire: «Beh, de toute façon, même si je fais telle affaire, ça a un tellement petit impact sur la Mm. nature, puis bon, enfin, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, mais je trouve ça hyper difficile à vivre en fait. Et puis on se dit toujours, bah, qu'est-ce que je peux faire à ma hauteur, dans quoi je suis impliquée, comment je peux passer à l'action pour que ce soit moins difficile, mais ça reste que c'est toujours très Mm. tentant, bah, par exemple, de consommer ou moi j'ai un petit bébé de 8 mois, on a réussi à utiliser des couches lavables pendant 6 mois, puis là, je suis retournée au jetable, c'est difficile. Mm. Pour plein de raisons. Donc, voilà, moi j'ai trouvé, Alexandre, tes mots vraiment, enfin, ça résonne beaucoup chez moi. Puis je trouve qu'en fait, tu mets des mots sur ce que je pense beaucoup de gens ressentent. Mm. Et j'aimerais bien avoir ton avis, et puis même si les autres veulent réagir à ça sur ce Absolument. sentiment-là. Ouais, absolument. On dirait comme plein de choses à dire. On a combien d'heures déjà? Quand ça part, ben, j'ai envie de dire, de répondre tout de suite sur l'éco-anxiété, comme un peu la mettre après ça, fermer la parenthèse sur l'aspect de on la veut pas, on n'aime pas ça, l'éco-anxiété. Et pourtant, en fait, c'est le niveau d'éco-anxiété élevé qu'on ne veut pas. Parce qu'un certain niveau d'éco-anxiété fait du sens. Et ne pas être éco-anxieux dans notre époque, c'est ça qui ne fait pas de sens. C'est comme si tu voyais la fumée s'élever dans la chambre à coucher, c'est comme, bon, pas grave, la maison est en feu, mais non, il faut. Merci, l'éco-anxiété, là, ça nous dit il faut agir. La peur, elle est rationnelle, elle n'est pas juste émotionnelle. Après ça, c'est le niveau d'éco-anxiété quand ça nous paralyse, quand ça j'allais dire, ça nous attriste, mais quand je parlais de deuil au tout début de la conférence, même cette tristesse-là, elle est nécessaire.
sais. Puis une fois qu'on la vit et on connecte avec cette tristesse-là, qu'on connecte à mais d'où elle vient, euh, au-delà de la peur qui vient avec l'anxiété, la tristesse, c'est, c'est là qu'on connecte avec. Mais en fait, la tristesse, elle vient de l'amour, tu sais. De l'amour pour soi, de l'amour de mon enfant de 8 mois, et qu'on va lui léguer, l'amour du vivant aussi, tu sais, qu'on voit ces forêts qui brûlent, qu'on voit ces espèces qui disparaissent. Fait que cette tristesse-là, puis l'anxiété, oui, il y a une partie qui est égocentrique. Moi, qu'est-ce que je vais vivre? Mais il y a aussi une bonne partie souvent qui est en fait liée à j'ai mal à ce que j'aime et qui souffre. Et juste reconnaître ça et connecter avec, en fait, ça part d'une place d'amour. OK, là, c'est un levier, c'est plus un frein. Ça, c'est intéressant. Après ça, le poids de la responsabilité. Oui, je suis à 1000% d'accord avec l'idée que euh, c'est une crise sociétale, c'est une multicrise sociétale. Et on ne peut pas, en faisant le choix entre ces deux types de couches, changer à nous-mêmes. Évidemment, tu sais. Puis là, je comprends que le rationnel le sait, mais le cœur est comme, oui, mais fait que je pense que c'est important de se le reconnaître. Par contre, la difficulté, c'est aussi de tomber à l'inverse, de dire, ah, c'est un problème de société, donc moi, je fais rien. C'est de trouver l'équilibre entre les deux. Et le mot responsabilité, en anglais, c'est intéressant, responsible. Puis c'est pas écrit comme ça, mais je le traduis comme ça. C'est si je suis able, donc si j'ai la capacité de faire quelque chose, je suis responsable de le faire indépendamment, et ça, c'est un héritage aussi des religions du livre. La responsabilité est souvent associée à la culpabilité. C'est de ma faute, donc je suis responsable. Là, il y a, bien des éléments dans la crise qu'on vit qui ne sont pas de notre faute, qui nous viennent d'avant, qu'on a hérité. Et pourtant, si je suis able, donc si j'ai la capacité, ben, j'ai aussi la responsabilité de le faire. Et après ça, c'est dans le juste milieu entre essayer de tout changer par soi-même puis s'épuiser, être dans l'hyperaction, tu as mentionné l'impulsion d'agir puis de faire plus. En même temps, ce qui détruit la planète, c'est qu'on est allé dans le toujours plus. Donc, c'est peut-être au contraire, peut-être faire moins, mais mieux. Il y a une citation qui dit, puis là, je ne serais pas capable de la nommer mot pour mot, mais c'est important de méditer une fois par jour, sauf en temps de crise. Là, c'est important de méditer 2 fois par jour. Donc, de ralentir est peut-être plus important que cette impulsion de faire plus. Euh, j'ai l'impression que je m'égare un petit peu, mais j'essaie de répondre à quelques éléments. J'espère que ça résonne pour toi un petit peu. Oui, oui, merci. Oui, c'est intéressant. Ben, on dit toujours d'éviter d'être dans les extrêmes. Je pense que c'est un peu ce que tu viens de nommer. Bon, moi, je ne me considère pas être dans l'extrême, mais des fois, ça peut. Ouais. Je te laisse parler. Non, je voulais juste redéposer, puisque je pense que c'est une clé. Puis quand on est dans l'anxiété qui nous pousse vers l'action, puis toujours faire plus, là, puis d'aller chercher le truc le plus écologique possible, oui. Et dans le care, l'attention de soi, c'est de nourrir l'être aussi, d'abord et avant tout. Hein. Ce retour à qui je suis. Et là, le reste découle davantage de soi. Mais donc, oui, le faire est important, notre impact est important dans nos actions, mais il n'y aura jamais un impact aussi fort dans ce que je fais que celui de changer ou de connecter avec qui je suis. Et là, ça aide un peu à dire, ah, après, je l'ai échappé, celle-là. Je suis retourné aux couches. C'est qui tu es. C'est ça qui a un vrai impact. Merci, Alexandre. Il y a aussi Vanessa qui, je lis le commentaire, qui nous disait écolucidité. C'est vrai qu'on entend souvent ce terme aussi, enfin de plus en plus. Moi, je l'entends, écolucidité, qui dit que oui, c'est difficile parfois. Nous marchons une jambe dans le business, dans le monde business as usual, et l'autre dans le monde de la transition que nous souhaitons. Et c'est vrai que oui, mais c'est tout ce que tu dis finalement. C'est voilà ce jeu de jambes. Ouais, tout à fait.
Puis, j'ai envie de dire éco-lucidité. Hein, je l'ai dit tantôt, là, l'espoir, c'est pas en se fermant les yeux, en se mettant la tête dans le sable, hein, le fameux don't look up, là. Tout va bien aller, je veux pas. Non, non, c'est Joël Autruche. Être écolucide, c'est aussi accepter de souffrir. Parce que c'est de regarder la vérité droit dans les yeux là, et de dire, il y a ça qui se passe. Et en même temps, ça nous prend ça. Je reviens à l'exemple de la maison qui brûle. Ben, c'est souffrant de voir ça, mais si on n'est pas conscient, si on n'est pas lucide par rapport à ça, ben, on ne posera pas d'action. Euh, et j'ajoute éco-sensibilité. Parce que la lucidité fait appel beaucoup au cerveau, hein, fait appel au rationnel. Je suis conscient de, j'ai connaissance de, je lis les rapports du GIEC et de l'IPBES. Donc, j'ai la data, les données, ce qui fait mal. Et l'éco-sensibilité, ça rajoute à ça. Donc, vraiment la relation émotive à ce qui se passe avec nos écosystèmes et notre écosphère. Euh, et dans tous les cas, c'est souffrant et c'est beau. C'est la fameuse, j'aurais dû prendre la pilule bleue dans la matrice. Euh, et en même temps, il faut avoir aussi beaucoup d'empathie pour celles et ceux qui prennent la pilule bleue. Il y a, même si ça nous fait mal, puis des fois, c'est des gens qu'on aime, des fois, on partage nos repas quotidiens avec ces personnes, ou en tout cas les grandes fêtes dans nos familles élargies, ils la prennent, la pilule bleue de la matrice, et ils disent non, 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 moi, je veux pas savoir ça, de toute façon, je serai mort quand ce sera pire, puis etc., etc. Ben, dans cette éco-sensibilité-là, je pense qu'il y a une place aussi pour l'empathie pour ces gens-là. Ils sont pas perdus, ils souffrent beaucoup et puis peut-être autant que nous, mais d'une autre façon, ils se coupent. Donc, euh, d'autant plus important de nourrir la résilience chez les éco-sensibles parce qu'on ne fait juste commencer à y goûter là, au changement climatique, aux catastrophes et tout ça. Euh, et de porter attention. Hein, il y a deux stratégies souvent. On essaie de sensibiliser ceux qui prennent la pilule bleue. Ils disent non, 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 il n'y a rien. Et moi, je nous invite plutôt, dans notre énergie limitée, dans notre temps limité, à plutôt nourrir la résilience avec amour et en reliance de celles et ceux qui sont éco-sensibles. Parce que c'est de nous dont le monde aura besoin davantage que de chercher à les convaincre. Celles et ceux qui prennent l'avion une fois par semaine, puis bon, etc., etc. Là. Prendre soin de ceux qui prennent soin. Anne, vas-y, Anne. tu voulais prendre la parole. Oui, bonsoir, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Merci Alexandre. Je ne te connais pas, mais j'ai envie de dire tu. Ah oui, ben oui. Tu ne sais pas, mais tu me connais. On se connaît. Voilà. Je pensais, alors j'ai peut-être, excuse-moi si je pose une question qui a peut-être été à laquelle tu as peut-être répondu parce que je n'entendais pas toujours. Je pensais à est-ce que finalement faire sa part, en fait, faire son travail, c'est pas déjà être en pleine présence. En fait, c'est un travail sur soi que je mettrais en premier. C'est peut-être un peu en lien avec ce que tu dis à la fin sur la résilience plutôt que de convaincre ou de transmettre. J'ai parfois le sentiment que le travail essentiel qu'il est attendu de moi, c'est ce travail sur moi. Et à un moment, quand je prends conscience de la vie en moi, par la pleine attention, par des choses comme ça, quand je me relie finalement au vivant, qu'à un moment, ça c'est déjà le boulot que je peux faire en fait. Et qu'ensuite, il y a une forme de lâcher prise, mais sans se dire je suis dans le lâcher prise, mais inconsciemment de laisser la vie faire le reste en fait. Voilà, c'est un sujet sur lequel je voulais bien t'écouter un peu si tu veux nous dire quelque chose. Merci. Merci pour cette belle question. En fait,
c'est non seulement une belle option d'attaquer la question planétaire par le travail sur soi, la pleine attention, la pleine conscience, mais j'ai envie de dire que c'est absolument nécessaire. Et notre biologie nous force. Notre, quand on est en mode stress, quand on est en mode euh, rush tout le temps, là, notre vision, elle peut pas être périphérique, elle est droit devant, on est en mode fuite, combat, figé, fight or flight, on dit en anglais, ou freeze. Euh, nos ondes cérébrales en bêta, en haut bêta sont pas, sont hyperactifs. On ne peut pas biologiquement être dans un état de connexion, de planification à long terme quand on est dans un état de stress, quand on est dans un état de déconnexion. Ça marche pas. Le système d'opération de notre ordinateur, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas. Donc, c'est absolument essentiel. C'est le début du travail. C'est là, c'est l'essence même du travail, j'ai envie de dire comment, comment ben d'abord gérer toutes ces émotions contradictoires dont on a parlé, comment penser clairement à une action, euh, même toute simple que je peux mener, comment changer qui je suis. En fait, c'est comme ça, hein, c'est comme ça et tout le reste découle. Euh, Puis même pour moi, ça fait pas si longtemps que ça, c'est une évidence. Ça, hein? Je pensais, oui, ok, c'est ce que je vous ai fait faire, par exemple, au tout début de la conférence, juste les quelques respirations pour atterrir, comme, ah, c'est sympathique, c'est agréable, tout ça, mais bon, hein, si on n'a pas le temps, on saute. Mais non, il faut le faire. Donc, tout ça pour t'honorer, en fait, dans ton intuition que c'est un chemin qui est juste. Et qui suis-je pour dire que c'est un chemin juste, mais en tout cas, pour moi, il goûte bon et il fait ça aussi. Parce que c'est une approche qui relie à nouveau la tête, le cœur et le corps et l'esprit, j'ai envie de dire. Merci Alexandre. On va prendre les deux dernières questions et puis on va tranquillement voilà, aller vers la fin. Donc il y avait un commentaire de Gilles qui faisait aussi une forme de question, j'imagine, qui dit tout ce qui est dit ici résonne en moi. Merci beaucoup. Je vis sobrement depuis 25 ans, mais ce qui me questionne, c'est comment sortir des entre-soi pour que l'impact devienne significatif. Sacrée question. Ouh, OK. Je pense qu'il faut définir significatif. Et c'est là où, tu sais, je reviens à la partie aussi qui est plus récente dans la conférence. Ça fait quelques fois que je la donne, hein, c'est depuis 2, 3 ans. Et la partie où je dis, ben, la crise est non, peut-être non seulement inévitable, bien qu'on puisse la moduler et éviter l'ingérable, mais elle est peut-être salutaire. Alors, quand on parle d'impact, ben, je pense que déjà, et c'est peut-être aussi une réponse qui pourra nourrir ce que Delphine disait tantôt, l'impact, c'est d'atténuer, hein? Il faut diminuer ce qu'on attend comme impact. Euh, et ça, je pense que c'est hyper important pour nous qui sommes éco-sensibles. Puis je présume que nous le sommes tous parce que nous ne serions pas là ensemble en ce moment si nous ne l'étions pas. Euh, c'est ça, j'ai envie de juste poser ça parce que c'est une très, très grande question pour que l'impact devienne significatif. Tu sais, il y aurait 1000 stratégies possibles, hein, puis tout est bon, tout est juste selon où est-ce que vous habitez, quel est votre rythme de vie, etc., les éco-gestes. Tu sais, oui, bien sûr, mais je reviens à la transformation de qui vous, tu sais, de votre sentiment d'identité et ensuite sentiment d'appartenance. Tu sais, on le sous-estime, ça c'est le bout aussi qui est souvent comme un peu perçu bizarrement, là, ben, c'est la nature comme nous. Nous, la nature, si on avait à s'identifier, puis même moi je ne fais pas, là, si on avait à s'identifier c'est qui? Ah, ben, c'est un homme de Laval, là, là, là. Ah oui, OK. Mais de la communauté du vivant, tu sais, il y a
ça, le changement, pour moi, qui a le plus d'impact, je résume comme ça, c'est celui de l'identité, simplement comme ça. Puis avec toi, déjà, que ça change qui on est, et entre toi, très certainement. Là. Soyons des étincelles. Et enfin, on avait Vanessa qui nous posait voilà, un petit commentaire avec une question. Tu as parlé d'une voix, la même pour représenter le territoire et les générations futures. Euh, Hmm. bon, ça, c'était une question, je l'ai mal posée. Mais comment ça se passe concrètement dans le conseil municipal? Si tu peux mettre un Euh, micro. Ouais, oui. Ben, la question de la voix représentant le territoire des générations futures, ça s'en vient. C'est un prototype, là, c'est pas encore en place. Donc, il y aura une belle expérimentation là-dedans. Donc, on pourra s'en reparler. Mais c'est vraiment, donc, l'idée, c'est vraiment dans ce comité citoyen qui composait l'Assemblée de quartier, une personne, puis il y a du classique, là, hein, une personne qui représente les commerçants du quartier, les associations, autant de personnes, pas une grande majorité de gens qui s'identifient au même genre. C'est un peu une distribution sociodémographique. Fait que cette personne-là, en plus, parle pour le territoire, les générations futures. Fait on verra. C'est une expérience. Vive les expériences. Euh, la crise nous amène à encore plus appeler et célébrer la culture du risque. Et comment ça se passe concrètement dans le conseil municipal? Ben, c'est une super bonne question. On a physiquement la chaise de génération qui est vraiment chouette, pleine de couleurs. Il y a plusieurs conseils municipaux au Québec qui ont chacun leur chaise. Euh, Différentes, bien sûr. Hein, c'est des enfants du territoire qui l'ont fait, qui ont dû nous l'apporter dans une belle cérémonie et tout ça. Fait qu'elle est dans la salle du conseil comme une autre chaise à côté des nôtres de conseillers, conseillères et du maire. Euh, et son vrai pouvoir, c'est celui de quand un des membres du conseil l'interpelle. Tu sais. Il y a des discussions difficiles avec des budgets restreints, puis bon, plein de contradictions dans nos décisions, puis tout ça. Et son vrai pouvoir, c'est quand on la regarde et quelqu'un nous rappelle, là, regardez la chaise là, de génération. On ne peut pas prendre cette décision-là si on est cohérent. Je reviens à la cohérence, hein, c'est tellement important. Si on est cohérent avec ça, on ne peut pas aller là. Ou peut-être quand un peu plus soft, gardons en tête dans nos délibérations. Donc, c'est ça, c'est vraiment dans le soft, dans un moment pour nous réenraciner dans l'intention de préserver et de même régénérer euh, les générations futures. Mais il n'y a pas de mécanisme formel de dire quelqu'un qui vient prendre le micro pour parler au nom des générations futures au conseil. On n'a pas ça encore. Qui sait? Bien, bah super. Merci pour tes réponses. Merci, voilà, encore une fois pour ta venue, ton exposé. C'était très clair. On va mettre la vidéo pour celles et ceux qui n'étaient pas là ce soir ou qui veulent réécouter sur notre YouTube. Et voilà, bah, il y aura tes coordonnées, il y aura encore voilà, tes sites et tout ça. Donc, sur notre site aussi, à FECOP, il y a tout ça Mm. de dispo. Donc, n'hésitez pas voilà, à y retourner, à contacter. Voilà. Et en tout cas, Alexandre, je te souhaite voilà, plein de belles choses voilà, pour toi là-bas, en tant qu'élu, mais aussi en tant que gardien du vivant. Mm. Et j'espère que voilà, on pourra nourrir d'autres projets ensemble outre-Atlantique. Donc merci Faisons-nous encore. faisons-nous l'invitation que ce n'est que le début de quelque chose. Yes, carrément. Merci à vous. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir.